On inverse. Très bien. Bonjour. Je vais me rapprocher de vous, effectivement. Je ne sais pas du coup si vous m'entendez bien. Il y avait une présentation que j'avais préparée. Vous avez une présentation, donc effectivement, on va la mettre. Bonjour à tous. Écoutez, je vous laisse vous présenter, effectivement, et peut-être donner les attendus de Eco-Entreprise. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cristina Colonna-Distria. Je suis directrice déléguée européenne internationale au sein du cluster EA Eco-Entreprise, qui est une cluster basée ici au Technopole de l'Arbois, au bâtiment Marconi. Je tiens à remercier vivement l'équipe d'organisateurs pour l'invitation ici. Et je coordonne au sein des éco-entreprises qui fédèrent des éco-entreprises régionales sur les thématiques d'économie circulaire. Je vois certains qui sont présents dans la salle. Donc, on coordonne un projet européen qui s'appelle P5 InnoBroker. Samira, oui, merci beaucoup. Samira va vous présenter un peu les tendances européennes et les souhaits, les stratégies européennes en termes d'achat public innovant. Nous sommes un acteur de terrain, donc nous sommes proches des éco-entreprises. Et notre ambition chez EA, depuis sa création, c'est vraiment de faire le lien, de faciliter le lien entre les éco-entreprises et les acheteurs publics en termes d'achat public durable ou innovant. Donc ce projet, P5, pour comprendre pourquoi P5, c'est Public-Private Partnership for Public Procurement. Donc on est dans un partenariat européen avec plusieurs acteurs. Nous sommes 6 partenaires européens du nord de la Méditerranée. Donc le projet est financé par la Commission européenne pour travailler ensemble sur un objectif commun qui est l'achat public innovant. Donc l'idée, c'est de vraiment se rassembler ensemble, échanger des bonnes pratiques, car en termes de régions européennes, nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a des régions et des acteurs publics qui nécessitent plus d'accompagnement que nous. Et puis ici, en région sud et surtout au sein de la métropole Aix-Marseille, on sait qu'il y a la plateforme d'achat public innovant, donc nous sommes bien fournis. Donc notre objectif chez EA, c'est plutôt d'accompagner les éco-entreprises à se positionner sur l'achat public innovant. Je pense que je suis allée trop vite ou elle est allée toute seule, je ne sais pas. C'est comme ça. Non, ça passe pas. La zapette, elle a un temps de réaction, donc cliquez et attendez. Ok. Voilà, très bien. Voilà. Merci. Donc ce schéma en fait montre comment EA concrètement, parce que c'est pas le projet P5, le projet il vient se greffier à ce qu'on sait déjà faire en tant que cluster. Donc nous en tant que cluster, on va jouer le rôle de facilitateur, ce que dans le langage du projet on va l'appeler InnoBroker. Donc un facilitateur va sourcer les éco-innovations du territoire, donc nos membres et les solutions qu'ils portent, va les accompagner à se positionner sur des appels d'offres et on va également s'intéresser et travailler avec les acteurs publics pour les sensibiliser à ces éco-solutions et aussi faire un veille pour identifier les appels d'offres durables ou les opportunités d'achat public innovant pour que concrètement ces acteurs se positionnent. Donc le projet P5, il va venir juste pour donner une dynamique internationale ou transnationale à ce qu'on sait faire déjà au quotidien. Donc vous, en tant qu'acteur public ou entreprise innovante ou entreprise qui porte des solutions durables, comment vous pouvez concrètement bénéficier de ce projet ? En tant qu'acteur public, nous sommes à votre écoute pour identifier vos besoins en termes d'achat public innovant. Une fois qu'on connaît vos besoins, on va essayer à faciliter les relations avec les entreprises innovantes disponibles, donc innovations disponibles et existantes à l'échelle territoriale, et on va essayer d'arriver à concrétiser des projets d'innovation. Pour les entreprises innovantes, on va chercher à mesurer ensemble via un questionnaire qui a été développé dans le cadre de ce projet la maturité technologique que vous proposez de votre technologie. On va vous informer sur les procédures d'achat public innovant. Moi-même, je ne suis pas spécialiste en achat public, mais on va chercher à s'entourer des experts qui savent le faire. Et puis, on va vous accompagner dans les démarches des réponses aux appels d'offres. Cela va d'ailleurs, dans le cadre du projet, se dérouler en 3 étapes à partir de l'automne 2023. Nous allons mettre en place un club innovation chez EA
qui va être organisé autour de la thématique d'achat public innovant, avec des témoignages et des bonnes pratiques d'entreprises qui se sont déjà positionnées sur l'achat public pour vous partager leurs bonnes pratiques ou leurs difficultés rencontrées. Dans un deuxième temps, on va réaliser une formation collective sur l'achat public innovant. Et ensuite, on va essayer d'accompagner sur mesure 2-3 entreprises sur les thématiques qui sont présentées en bas de l'écran, donc la protection environnementale, l'efficacité énergétique et la durabilité, pour répondre concrètement à ces dispositifs d'achat public innovants. Donc si vous êtes acteur public avec des besoins concrets en termes de matière d'achat public innovant ou des éco-entreprises qui souhaitez vous lancer et être accompagnés dans ce processus, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand des éco-entreprises pour discuter ensemble, car l'accompagnement est financé par l'Europe, donc complètement gratuit pour vous. En parallèle de ce dispositif d'accompagnement, là c'est les partenaires, donc vous voyez les partenaires qui sont impliqués dans le cadre du projet, donc elles sont toutes comme nous, des clusters ou de structures d'accompagnement, des agences de développement économique, donc le chef de file c'est le centre technologique d'Andalousie, CTA, nous avons un partenaire chypriote, un partenaire grec et une chambre de commerce slovène, et une agence de développement économique de Bosnie-Herzégovine. Donc nous travaillons tous ensemble sur le projet. Au-delà de ce que je vous ai présenté, il y aura d'autres formations qui se dérouleront en anglais, toujours de monter en compétence sur l'achat public innovant. Et s'il veut passer les slides suivantes. En parallèle de ce que je viens de vous présenter, nous chez EA, parmi nos services, on organise des colloques sur l'achat public durable, sur la transition écologique. Donc, chaque fois, on s'associe avec des collectivités locales. Le but étant de mettre en relation nos éco-entreprises avec les acheteurs publics. Donc, on a organisé on arrive en novembre 2022 en partenariat avec la Dracénie. Donc, c'était un événement sous ce format-là où on rassemblait des acheteurs publics et des éco-entreprises avec des pitchs d'acheteurs publics pour identifier leurs besoins en termes d'achat public et puis des pitchs d'éco-entreprises pour sourcer l'innovation et les solutions durables. Et on replique donc le même schéma cette année, le 7 septembre à Toulon. Donc on organise un événement en partenariat avec Toulon et vous êtes tous invités d'y participer sous le même format, la même méthodologie. Voilà, ça c'est tout pour moi et je laisserai Samira pour vous présenter plutôt la stratégie européenne et pourquoi ils financent des projets comme P5 InnoBroker sur le territoire à la Commission européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation de nombreux leviers d'action pour rapprocher les entreprises innovantes et les collectivités, et notamment effectivement sur l'achat public. Est-ce qu'on a Samira en ligne ou pas du tout? On est en train de gérer le problème technique avec elle. D'accord, très bien. Écoutez, on va prendre des questions peut-être du public. Est-ce que vous avez des questions concernant les dispositifs P5 InnoBroker et les actions spécifiques de la éco-entreprise sur la thématique de l'innovation et des achats publics? Tout a été d'une clarté limpide alors. Oui, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, je vous passe le micro. Le sujet concerne la propriété industrielle et le monopole des brevets. Je vous rappelle qu'une entreprise innovante, et plus particulièrement nos start-up, on les soutient dans le fait qu'ils puissent acquérir des brevets dans le cas de la propriété industrielle. Or, normalement, il y a des textes qui permettent à une entreprise qui a un brevet et qui est dans une situation de monopole pour la durée du brevet, de ne pas être partie prenante dans les marchés publics. Or, ça c'est la loi, mais ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'on met en compétition des entreprises innovantes qui sont sur le sujet même qui concerne leur brevet, et donc ça c'est un handicap terrible. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des textes et les collectivités ne les appliquent pas forcément. Et en plus, on prétend qu'il y a de la jurisprudence qui va à l'encontre de ce sujet. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question que je pose,
parce que c'est l'handicap majeur en ce qui concerne les startups. Merci beaucoup pour votre question. Comme je disais, donc dans le cadre du projet P5 InnoBroker, EA Eco-entreprise et l'équipe permanente jouent le rôle de facilitateur. Donc, je vous avais présenté tout à l'heure le souhait d'organiser un club innovation avec des entreprises qui ont déjà participé à des opportunités de marché public pour identifier les opportunités, mais également les contraintes ou les freins des entreprises et des startups pour se positionner sur l'achat public innovant. Donc, pour venir à la question de propriété intellectuelle, on va forcément traiter ce sujet-là dans le cadre de nos formations collectives avec des experts juridiques, forcément, parce que ce n'est pas moi qui ai les compétences sur ces sujets-là, et voir comment on peut faire avancer les choses et comment on peut mieux accompagner nos éco-entreprises dans ces sujets-là. Et puis le projet P5 InnoBroker va s'associer avec un projet frère, BRINC, qui est aussi financé par la Commission européenne. Il y aura également des formations sur la propriété intellectuelle organisées à l'échelle européenne. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a des choses qui seront couvertes dans le cadre des actions de ce projet sur la propriété intellectuelle. En tout cas, nous espérons peut-être que la prochaine table ronde répondra tout ou partie à cette question, puisqu'elle abordera en fait les leviers d'innovation concernant l'achat public et la métropole spécifiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions à aborder que vous avez envie de poser à Eco-entreprise concernant le programme Inno5 InnoBroker ? Oui, bonjour, je m'appelle Eric Ricodi, société Activum. Juste 2 mots pour présenter ce qu'on fait. Nous, on est une société qui avons innové, breveté un procédé de remplissage industriel d'éléments d'enveloppe de bâtiments en ossature bois avec de la paille. Voilà. Ma problématique à moi aujourd'hui, si vous voulez, c'est de changer un petit peu le format de travail de la commande publique vers les entreprises. Aujourd'hui, on s'adresse principalement, enfin je vois quelques exemples dans mon cas, les services publics passent par des organismes, bureaux d'études, pilotés généralement par un architecte qui n'a pas forcément toutes les compétences pour pouvoir, décider. On est plutôt sur un système un peu pyramidal. Je pense que le contact entre le public et les entreprises innovantes, c'est bien, mais il faudrait pouvoir être intégré le plus en amont possible des besoins pour avoir une démarche d'intelligence collective qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc c'était juste une remarque. En plus de la mise en relation, je dirais que la façon de travailler doit aussi évoluer, parce que sinon on s'en sortira pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire. Le rôle des éco-entreprises, c'est vrai qu'on cherche toujours en tant que facilitateur au point entre l'acheteur public et les éco-entreprises, on cherche toujours d'être à l'écoute des problématiques qu'elles portent et de passer ces messages aux collectivités. C'est pour ça qu'on organise les événements qui suivent, donc l'événement du septembre. Mais je pense qu'ici, il y a dans la salle les services techniques des métropoles qui sont en charge des achats publics et qu'elles sauront mieux vous répondre à votre commentaire direct. Il est vrai que EA Eco-entreprise est un facilitateur finalement et n'intervient pas directement en fait sur la commande publique. Tout à fait. Bonjour, Fabrice Moulin, donc Université d'Aix-Marseille, dont le CRH fait partie en tant que laboratoire et représentant de la maîtrise d'ouvrage public de l'Université d'Aix-Marseille. Donc nous, on fait des travaux à l'année, on a 1 million de mètres carrés. Et la question, pour rebondir à sa question qui est pertinente, au niveau d'un maître d'ouvrage public, la difficulté c'est de maîtriser son besoin. Et c'est déjà difficile de définir son besoin avant de lancer une opération de travaux. Et c'est à mon sens à cette étape clé de programmation, de programmiste, c'est un métier, pour aider à la définition du besoin, qu'il faut échanger avec les maîtres d'ouvrage public et pas les entreprises, pour connaître vraiment les leviers d'innovation. Et donc intégrer dans les programmes de travaux la notion d'innovation. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. En tout cas, j'y réfléchis pour la première fois grâce à vous. Et je vous en remercie parce que je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Aucun maître d'ouvrage public intègre la notion d'innovation dans les programmes de travaux.
Merci. En tant que membre des Eco-entreprises, parce que Aix-Marseille Université donc, est membre des Eco-entreprises, je reste à l'écoute sur le stand pour discuter sur ces sujets et voir mieux comment, dans l'accompagnement qu'on va développer dans le cadre du projet, prendre en compte les commentaires avec plaisir. On cherche vraiment à travailler sur ces sujets avec vous, qui connaissez mieux les besoins du territoire, sur ces sujets d'achat public innovant. Merci, je suis désolé, on a Samira Mousseta qui est en ligne de la Commission européenne, donc on va prioriser le direct, j'ai envie de dire. Samira, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour, bienvenue. Après ces tout petits soucis techniques, vous voici en direct live, j'ai envie de dire. Merci pour votre présence. Je vous en prie, vous allez parler en fait des leviers que la Commission européenne peut actionner concernant les achats innovants publics. Tout à fait. Alors, je vais essayer de voir comment je vais partager ma présentation rapidement, si ça fonctionne. Je l'espère. C'est bon, ça va marcher. Hop. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Samira Mousseta. Je travaille pour la Commission européenne à la DG Gros, qui est à la DG en charge de l'industrie, PME, entrepreneuriat. Et moi, je travaille et marché intérieur, pardon. Et je travaille dans l'unité qui est en charge de la politique relative au marché public. Et plus particulièrement dans l'équipe qui est en charge du développement des achats publics innovants et durables. Et donc, je vais vous faire une petite présentation un peu de toutes nos initiatives, mais je vais d'abord commencer par vous présenter un peu quelle est notre vision de l'innovation en matière de marché public et commencer aussi par quelques données, en fait, qui sont toujours très intéressantes de présenter. Aujourd'hui, on estime que les marchés publics représentent à peu près 14% du PIB européen. On est donc sur plusieurs trillions d'euros. On a vraiment ici la vision que les marchés publics, en tout cas à l'échelle européenne, représentent une force économique extrêmement importante. On estime qu'il y a à peu près 250 000 acheteurs publics. C'est vraiment une estimation, à notre avis, qui est basse. On pense qu'il y a beaucoup plus, mais on a une remontée de données qui est faite par les États membres qui n'est pas toujours très propre, entre guillemets. Mais ça montre, pour nous en tout cas, et c'est l'approche qu'on essaye de développer, qu'il y a beaucoup de synergies à créer entre les acheteurs publics. Au sein de l'Europe, notamment parce que tous les États membres ont la même règle à appliquer, qui est la directive relative au marché public. Et même s'il y a des interprétations d'un État membre à l'autre qui sont peut-être un petit peu différentes de la règle, au final, les acheteurs publics ont la même règle et les mêmes enjeux. Aujourd'hui, on le voit bien, d'essayer de développer les achats innovants et les achats innovants en lien avec le développement durable. Donc rapidement, et aujourd'hui en fait ce qu'on observe, c'est que parce que ces acheteurs publics en Europe partagent de plus en plus les mêmes challenges, c'est-à-dire comment accompagner ou comment supporter cette transition vers des achats plus environnementaux et socialement responsables. Eh bien, on voit que le focus de plus en plus des acheteurs publics se fait notamment sur la partie préparation, donc vraiment sur comment je connecte mes besoins, je connecte mes challenges aux écosystèmes, que ce soit les écosystèmes d'innovation ou des écosystèmes, je dirais plus en charge de tout ce qui est développement durable. Et par ailleurs, on voit bien aussi que la partie comment suivre l'exécution du contrat, comment vérifier effectivement, collaborer, je dirais même presque avec le fournisseur pour faire en sorte que la performance innovante et environnementale qui avait été promise lors de la signature est bien en train de se passer lors de l'exécution du contrat. Je dis pas que la phase du million, la phase liée à la procédure est peut-être moins importante. Elle reste quand même très, très importante quand on passe une procédure de marché public, mais on va dire que le focus est beaucoup moins sur cette partie-là. Et nous, maintenant, comme politique,
C'est-à-dire vraiment comment faire en sorte que les acheteurs publics collaborent mieux sur la première partie qui est vraiment je me connecte aux écosystèmes, je collabore mieux avec l'industrie, avec les fournisseurs, je comprends mieux aussi comment ils fonctionnent, comment la chaîne logistique, la supply chain en fait fonctionne, comment ils collaborent eux-mêmes avec peut-être d'autres fournisseurs, donc mieux comprendre le marché, voir quelles sont les zones de carbone on peut travailler et ensuite effectivement lancer des projets d'achat qui prennent en compte tous ces éléments-là. Et nous, on a en fait deux blocs. Premièrement, on va essayer d'utiliser toute l'intelligence collective qui existe aujourd'hui, que les acheteurs publics et les amener à mieux collaborer ensemble. Et en lien avec cela, on va essayer de développer des outils, des guides, des programmes de formation qui vont vraiment être connectés à ce que ces communautés d'acheteurs vont développer. Donc, une des premières initiatives qu'on a commencé à développer il y a de ça maintenant un peu plus de 4 ans, c'est vraiment développer des communautés d'acheteurs publics au niveau européen. Et pour ça, on a en fait deux programmes. On a un programme phare qui est Big Buyers Working Together. Et ce projet a commencé il y a à peu près 4 ans, au départ avec un petit pilote, et on a fait un groupe de travail qui représentait à peu près une trentaine d'acheteurs en Europe, principalement en fait des métropoles, avec trois besoins sur lesquels ils ont collaboré. Le premier, c'est le site de construction zéro émission. Deuxième thématique, c'est les véhicules électriques lourds. Et troisième thématique, les matériaux de construction circulaire. Donc, en fait, au bout de 18 mois, on fait un quatrième groupe qui était dans le secteur de la santé. Et on s'est rendu compte, après ces 3 ans et demi, 4 ans, en fait, de collaboration entre acheteurs, que ça a vraiment permis aux acheteurs, premièrement, de discuter de la manière dont ils abordent ces sujets. Notamment, par exemple, sur le premier groupe site de construction zéro émission, la ville d'Oslo était un petit peu pionnière en fait dans le sujet en 2018-2019. Et en créant un groupe de travail en fait sur cette thématique-là, les autres métropoles comme Lisbonne, Barcelone ont commencé à voir que ça pouvait être un sujet important pour elles et pour aider effectivement à atteindre des objectifs en fait de décarbonation. Et donc, ils ont commencé à développer ensemble, non pas un cahier des charges, mais plutôt une stratégie sur comment adresser en fait le marché et comment faire en sorte de signaler au marché qu'il y avait des besoins en investissement côté public en fait dans ce secteur-là, mais qu'en face, le marché ne développait pas forcément des équipements qui répondaient à ce besoin-là. Et donc, on a vu avec ces 3 groupes et avec le 4e dans le secteur de la santé, que le fait d'amener un certain nombre d'acheteurs publics qui ont exactement les mêmes challenges, les mêmes besoins, qui vont représenter finalement une force d'investissement économique dans le marché, a permis en fait de créer un dialogue beaucoup plus structurant avec le marché et a permis par la demande publique de façonner le marché, c'est-à-dire de finalement donner le signal au marché qu'il y a des nécessités de développer des équipements pour les acheteurs publics et encourager les entreprises à co-investir quelque part dans ces besoins. Et donc là, avec le succès en fait de Big Buyers, on va lancer maintenant 10 groupes de travail. Le projet a déjà commencé avec différents focus qui sont vraiment des méta-thématiques. On va avoir des groupes sur tout ce qui est équipement informatique équitable. On va avoir des groupes dans le secteur des achats socialement responsables, et notamment tout ce qui est lié à l'innovation sociale. C'est quelque chose qu'on a envie de pousser. On va avoir des groupes qui vont être sur des sujets mobilité, décarbonation, etc. Et nous, en fait, ce qu'on va financer, c'est vraiment la collaboration entre les acheteurs publics, c'est-à-dire s'il faut voyager pour participer à des événements, organiser des rencontres, organiser des voyages apprenants, etc., des hackathons, nous, on va financer effectivement toutes ces activités. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'achat conjoint, parce que ça, c'est pas dans le projet, mais c'est plus
aider les acheteurs en fait à développer leur capacité à mieux acheter quelque part. Donc en fait, le projet il est construit comme cela. On va partir de problèmes, c'est-à-dire de l'identification en fait de besoins, mais qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits par les solutions qui sont disponibles sur le marché, où effectivement il est difficile de travailler seul, parce qu'une des difficultés principales de l'acheteur public, notamment quand on parle d'achat d'innovation et de développement durable, c'est que très souvent les acheteurs sont un peu isolés dans ce qu'ils ont comme projet, et le fait de pouvoir collaborer avec d'autres acheteurs, d'échanger sur leurs difficultés et de dépasser ensemble les barrières, eh bien c'est pour nous quelque chose de très positif. Donc de transformer l'ensemble de ces problèmes en besoins, c'est-à-dire comment on adresse le marché, et ensuite de se connecter en fait au marché avec effectivement des opportunités qui s'offrent aux acheteurs, de comment stimuler en fait le marché pour qu'ils développent des solutions nouvelles qui répondent à leurs besoins, développer ensemble les différents éléments des documents du marché peut-être qui vont aider les acheteurs à passer le marché, par exemple. Sur les groupes qui ont été constitués précédemment, ils ont beaucoup échangé sur les critères d'attribution des marchés, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, et là je pense que c'est vraiment le gros plus, c'est qu'il y a une connexion en fait aux innovateurs, aux écosystèmes d'innovation qui se fait à l'échelle européenne. Donc c'est aussi un moyen un peu de décloisonner finalement les différents écosystèmes qui souvent sont assez territoriaux, sont souvent autour soit d'une grande métropole, soit effectivement d'acteurs plus locaux ou régionaux, et donc de permettre finalement aussi bien aux entreprises de certaines régions qu'aux acheteurs de certaines régions de pouvoir échanger, partager, et donc se connecter à une échelle qui est beaucoup plus grande que l'échelle locale. Samira, est-ce que vous avez terminé? Si vous avez quelques slides, je vais vous demander de bien vouloir conclure un petit peu rapidement, s'il vous plaît, pour prendre peut-être quelques questions de la salle. J'ai plus qu'une slide, j'ai 2 slides pour présenter juste la plateforme qui est la deuxième activité. Mais du coup, je vais passer vite. Et donc, pour supporter le travail des acheteurs publics, on a développé une plateforme, Public Buyers Community, qui est en fait, premièrement, un espèce de site web où en fait on retrouve l'ensemble des ressources, les documents, les informations sur les événements, des informations sur des opportunités de projets européens, etc., qui ont un lien avec les marchés publics. Et puis, la possibilité de participer à des discussions, et aussi, au-delà du projet Big Buyers, de pouvoir rejoindre différentes communautés de pratique. Par exemple, on a une communauté de pratique sur l'intelligence artificielle et le développement en fait d'un clausier type qui permet en fait d'aider les acheteurs publics à acheter des solutions qui embarquent de l'intelligence artificielle. Ce clausier, il a été développé par des acheteurs publics qui sont assez en avant sur le sujet, notamment la ville d'Amsterdam, qui est une des pionnières en fait sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a des acheteurs publics d'un peu partout d'Europe, en fait, qui améliorent de manière continue ce clausier et qui échangent beaucoup. La prochaine réunion des membres de la communauté a lieu à Amsterdam au mois de novembre, et pour certains dans la salle, si vous souhaitez y participer, ce serait avec plaisir. Et donc, on a d'autres communautés qui peuvent aussi vous intéresser. Je vous invite à aller créer votre profil en tant que membre, et donc à participer aux échanges sur cette communauté. Et puisque j'ai pas le temps, mais voilà, sur notre plateforme, vous trouverez toutes les ressources, notamment les guides que nous avons publiés, les différents brochures que nous avons aussi publiées, par exemple sur le partenariat d'innovation, comment réaliser un partenariat d'innovation, identifier quelles sont les barrières qu'on doit anticiper quand on veut se lancer dans cette aventure. Et nous lançons à partir de janvier 2023, 24, pardon, un grand programme de formation, notamment sur les achats innovants et sur les achats durables, qui sont ouverts à l'ensemble des acheteurs publics en Europe. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Samira, merci beaucoup pour votre intervention. Applaudissements nourris. Et ça faisait longtemps sur le territoire que je n'avais pas entendu parler de Trion. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. Il y a des Trions disponibles. Est-ce que vous avez des questions à poser à Samira et à l'ensemble de ces dispositifs de la Commission européenne?
Bonjour, Stéphane Savarez, Technocarbone. J'ai compris que c'était une communauté essentiellement pour les acheteurs. Quel est le rôle des entreprises offrantes sur cette plateforme? Alors, non, la plateforme, elle n'est pas fermée aux acheteurs publics. Au contraire, hein. Sur la plateforme, aujourd'hui, on a plus de 500 membres. Et quand on regarde, 500 membres, je dirais, publics. Ensuite, il y a des membres qui sont plus, qui ne veulent pas se rendre public. Mais on a aussi beaucoup de patrons de PME qui veulent se tenir au courant, se tenir informés en fait des différentes opportunités qui peuvent exister au niveau européen, qui veulent participer aux différents échanges. Et certaines communautés sont ouvertes, c'est-à-dire que même en tant qu'entreprise, vous pouvez participer aux discussions de la communauté. Donc j'évoquais celle sur l'intelligence artificielle, mais il y a aussi la communauté sur le BIM, il y a une communauté sur l'achat d'équipements informatiques équitables, Fair ICT Community. Et là-dessus, c'est des communautés qui sont ouvertes. Donc, même si vous êtes à la tête d'une entreprise ou que vous travaillez dans une entreprise innovante, vous pouvez effectivement participer aux discussions sur la plateforme ou dans les communautés. Très bien, donc une plateforme pleine de ressources pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'achat. Est-ce que vous avez encore une dernière question pour Samira? Non. Je crois que tout a été... Oui. Si. Oui. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Est-ce que vous participez à des salons importants européens? Je parle par exemple pour le Salon des maires qui est chaque année, où il y a quand même 7000 maires qui se déplacent, qui sont des acheteurs. Le salon, il est fait pour que les maires puissent avoir connaissance des produits qui peuvent les intéresser, et plus particulièrement les produits innovants. Oui, on a participé au Salon des maires en 2022. On a été invité par l'UGAP, notamment, à faire une petite conférence pour présenter l'ensemble de nos initiatives. Et aussi, on a fait un tour dans le salon et on a discuté avec beaucoup d'entreprises aussi pour leur présenter nos différentes actions. Voilà, on ne vient que si on est invité. On n'a pas de stand de la commission au Salon des maires. On sera ravis, bien entendu, de participer à la prochaine édition. Et au salon professionnel genre Polytech? Alors, Polytech, je pense qu'on doit avoir des collègues d'autres DG qui doivent y participer, pas forcément nous. Oui, on participe quand même à pas mal de salons, on participe à beaucoup d'événements au niveau européen quand on est convié. Souvent, c'est à l'initiative d'acheteurs publics. Mais par exemple, en fait, on participe via différents projets qu'on mène, et notamment, par exemple, le Big Buyers, à certaines grandes, foires qui sont organisées, notamment par le secteur de l'industrie ou même le secteur de la santé. Mais encore une fois, c'est selon les différentes invitations qu'on reçoit. Très bien. Merci beaucoup, Samira. Je vais devoir clôturer cette... petite présentation, enfin en tout cas c'est questions-réponses. Merci beaucoup Samira Bousseta de la Commission européenne. Je vous demande de l'applaudir à distance pour votre intervention. Au revoir. Merci à vous Christine Cassian pour EA Éco-Entreprise. Merci à elle. Très beau démarrage de cette matinée. Je vais maintenant enchaîner directement, puisqu'il faut effectivement faire très très vite. Je vais appeler nos prochains intervenants. Je vais appeler Clémence Renaud, s'il vous plaît, à venir me rejoindre. Je vais appeler Mathieu Galland, s'il vous plaît. Et je vais appeler Bernard Benayoun, s'il vous plaît, le PDG de Bamboo for Life. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Je vous laisse un micro pour trois. Ça va aller? Bonjour, donc Clémence Renaud, vous êtes chef de service achat à la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est bien ça. Monsieur Mathieu Galland, vous êtes directeur adjoint à la DCP, direction de la commande publique. Et monsieur Bernard Benayoun, vous êtes PDG fondateur
de Bamboo, de la société Bamboo for Live. Bonjour et bienvenue. Écoutez, on va faire une table ronde un petit peu interactive. Je vais vous poser quelques questions et puis on va essayer de tenir le rythme. Quelques questions de la part du public juste après vos interventions. Je vais commencer par vous, Clémence. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue. Est-ce que vous pouvez... Il marche ? Je pense. Oui, c'est bon. C'est parfait, Merci. la technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que sont les achats à la métropole? Quel poids ça représente? Quels sont les enjeux? Voilà. Pouvez-vous un petit peu nous décrire votre service? Bonjour à tous. La métropole, c'est un spectre achat très large. En termes de dépenses, ça a été rappelé tout à l'heure, on est sur des dépenses en marché public de 900 millions par an. Donc ça, c'est quand on fait la photo de notre cartographie des dépenses. Et quand on regarde la photo de ces dépenses, on peut voir la diversité de nos familles d'achat, la diversité de nos prestataires. On compte 2700 fournisseurs au sein de la métropole. La majorité sont des PME. 80% en nombre de ces fournisseurs sont des PME. Et en termes de dépenses, c'est un tiers des dépenses de la métropole confiées à des PME. Et beaucoup sont situés sur le territoire des Bouches-du-Rhône. En termes de poids des familles d'achat, on va retrouver 20% sur des fonctions support et 80% des dépenses sur les compétences clés déployées par la métropole. Dans notre top 3 des dépenses, on va retrouver l'aménagement, donc tous les travaux d'infrastructures et de voirie. On va retrouver le cadre de vie, la collecte des déchets et la propreté. Et on va retrouver enfin la mobilité, avec des services de transport, des infrastructures de mobilité, des acquisitions de flotte. Et au niveau des enjeux, ce que je peux vous dire par rapport à ce spectre achat magnifique qui nous est confié, c'est vraiment la mise en œuvre d'une politique achat responsable. Donc on a délibéré, la métropole a délibéré un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui cadre les orientations générales de nos pratiques achats, et qui va vraiment consacrer le développement durable sur ces 3 piliers, donc environnemental, social et économique par rapport à notre écosystème. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment témoin au niveau de la métropole d'un changement de paradigme qui amène vraiment les acheteurs publics à penser autrement, à penser collectif, ça a été dit tout à l'heure, et vraiment à passer d'une simple fonction d'intendance et de respect de la conformité juridique à vraiment des notions d'achat public qui vont porter et mettre en cohérence les politiques publiques de la métropole. Merci beaucoup Clémence. On reviendra sur ce côté spazer un tout petit peu plus tard. Mathieu, oui, je vais vous demander. Bonjour Mathieu, donc directeur adjoint de la DCP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle, la direction de la commande publique, parce que les entreprises, c'est souvent les achats en fait, et là en fait, vous êtes un tandem avec les achats, mais quel est votre rôle, quels sont vos périmètres d'action? Alors 2 petits mots à titre principal sur nos missions et un petit focus sur la partie accompagnement de l'innovation. Donc notre rôle au sein de la direction de la commande publique a été certifié ISO cette année en ISO 9001 sur l'ensemble des marchés supérieurs à 150 000 €, puisque nous accompagnons les services en fait prescripteurs de la métropole pour l'ensemble de ces marchés. Notre leitmotiv, c'est vraiment d'assurer la sécurité juridique tout en préservant aussi une bonne exécution des marchés. On est vraiment sur les 2 pans, entre d'une part la bonne passation des marchés, respectant les règles de mise en concurrence, de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre les candidats, qui sont les grands principes de la commande publique édictés par l'Union européenne, et tout en assurant l'efficience de nos contrats pour aller au bout, pour permettre aux entreprises d'être rémunérées dans de bonnes conditions, surtout en ce moment avec les crises qui s'enchaînent, sur lesquelles nous avons une forte appétence et une grande vigilance sur la partie financière des contrats. Hors inflation, on ne s'occupait pas vraiment de ces typologies de clauses. Aujourd'hui, ça devient notre priorité au même titre que l'objet du marché. Nous apportons également un soutien aux communes de la métropole, aux 92 communes, et je vois mes collègues de la coopération métropolitaine en face de moi, dans le cadre de formation, d'information, de mise à disposition d'un site internet dédié également,
où nombre de modèles de contrats sont proposés aux communes. Voilà. Au niveau de l'innovation, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour nous. Nous intervenons à la fois vis-à-vis des services prescripteurs pour les accompagner dans la caractérisation de l'innovation, parce que même si souvent d'apparence on sent bien qu'une prestation est innovante, nous avons l'obligation, de par nos autorités de contrôle et du cadre réglementaire auquel nous sommes soumis, de caractériser sur la partie réglementaire ces achats innovants. Alors, achats innovants qui peuvent être à la fois soit des achats conclus sans publicité ni mise en concurrence, notamment en dessous du seuil actuel de 100 000 € sur les achats innovants, seuil qui a peut-être vocation à bouger dans les prochaines semaines au niveau national, mais également dans l'accompagnement des services, soit dans des marchés classiques qui viennent accompagner l'innovation, par exemple le fonctionnement de la technopole ou l'accompagnement des entreprises qui y sont présentes, ou alors des contrats bien plus spécifiques et innovants, tels que les marchés de R&D ou des partenariats d'innovation qu'évoquait tout à l'heure la collègue de la Commission. Alors, merci effectivement pour avoir rappelé les grands principes de la DCP. Et je pense que c'est des fondamentaux qu'il faut vraiment reprendre à chaque fois, l'égalité de traitement, la transparence, etc. C'est fondamental. Bernard, bonjour. Là, on parlait justement du Technopole, achat d'innovation. Déjà, présentez-nous rapidement votre entreprise et puis quel est votre sentiment quel est votre positionnement par rapport à l'écoute de ces deux services et je crois qu'on parlera plus tard du retour d'expérience. Tout à fait. Bonjour. Je suis président de Bamboo for Life, qui est une société qui, à l'origine, faisait de l'assainissement. En fait, que de l'assainissement. Nous faisons des stations d'épuration végétale avec des bambous géants. Nous dégradons la matière organique dans les systèmes racinaires des bambous et une fois dégradés, nous faisons extraire ces éléments par les bambous pour produire de la biomasse au lieu de produire des boues d'épuration. Donc nous avons en fait 4 fonctionnalités vraiment différentes les unes des autres, mais ce sont 4 métiers dans une seule et même technologie. Nous faisons donc de l'assainissement, des stations d'épuration, mais nous produisons de la biomasse, ce que je viens de vous expliquer. Au lieu de générer des boues d'épuration, nous générons de la biomasse de bambou qui va être valorisée dans plein de filières de valorisation différentes, du charbon actif, des matériaux composites, des bois compressés, énormément de choses. La troisième fonctionnalité, c'est que nous séquestrons du carbone à très grande échelle. Vous avez parlé à la présentation tout à l'heure de séquestration de carbone. Une forêt à taille adulte séquestre 4 tonnes de CO2 et nous en séquestrons 60 tonnes de CO2 par an et par hectare. Et la dernière fonctionnalité, c'est le rafraîchissement bioclimatique en milieu ouvert, c'est-à-dire comme nous transformons de l'eau format liquide au format gazeux, cette eau usée, eh bien nous consommons de la chaleur, énormément de chaleur, et donc nous créons des îlots de fraîcheur urbain, à contrario des îlots de chaleur urbains. Donc c'est très innovant dans 4 secteurs qui sont complètement différents et donc on n'a pas forcément notre place dans les marchés parce que il y a aucune technologie similaire, donc il y a aucun marché qui va s'adapter à ce que l'on fait. Voilà pourquoi on a des grandes difficultés à trouver notre place au sein de la métropole parce que il faut arriver sur le marché bien en amont des passations des marchés publics. Il faut faire de l'information, il faut aller voir les collectivités, les intercommunalités, les services de l'État. Il faut faire connaître en fait nos innovations, et ça c'est un travail énorme, pour derrière pouvoir être intégré dans des marchés, mais d'être intégré dans les marchés à l'origine du marché. C'est-à-dire, sinon, quand il est rédigé, ça y est, on n'a plus notre place. Et c'est ce décalage, voilà, entre l'insertion de l'innovation dans les marchés et le fonctionnement actuel des marchés publics qui nous empêche de faire un développement à grande échelle. Alors on voit effectivement que la notion du timing est primordiale. Quel est le bon timing pour bien communiquer? Clémence, vous avez parlé du Spazer. Vous avez gagné un prix d'ailleurs pour la rédaction de ce document. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les éléments saillants en fait de cette différence par rapport aux autres documents? Je pense notamment à la cohérence avec les politiques publiques en fait qui sont développées par les compétences de la métropole, et puis aussi l'intégration du développement durable à chaque étape du processus de l'achat. Parce que ça pourrait intéresser du coup Bernard. Oui, tout à fait. Puis en point saillant pour rebondir sur ce que Monsieur Benayoun disait, on a vraiment travaillé sur la structuration de l'information. En fait, ça a été le point de départ de notre politique achat responsable, c'était déjà de savoir
qu'est-ce qu'on achetait, de quoi était constituée notre programmation des achats. Et on a vraiment travaillé sur la vision de l'ensemble des intentions achats en amont, de façon structurée et centralisée à notre niveau, pour que déjà on puisse savoir de quoi en parler, calculer les différentes échéances de marché pour commencer à positionner des stratégies globales d'acquisition, parce que peut-être le point commun qu'on a avec les startups, c'est peut-être notre jeune âge. La métropole, elle est née en 2016, donc elle est toute récente, et il a fallu vraiment structurer cette information, savoir vraiment qu'est-ce qui était acheté aussi en commun. Donc on a d'abord travaillé vraiment sur l'aspect mutualisation et stratégie globale d'acquisition, par exemple sur tout ce qui est entretien des bâtiments ou sur tout ce qui a été mobilier urbain. Après, on a vraiment travaillé sur l'aspect synergie et coopération entre les directions. Le SPASER, notre politique achat responsable, elle est pas née de la direction des achats seule. Elle est née vraiment de l'émanation de toutes les recommandations des directions opérationnelles, des missions qui font la métropole, le plan climat, l'économie circulaire, l'agenda économique, pour vraiment se nourrir de ces politiques publiques-là, et vraiment de faire de la politique achat un élément qui va venir amplifier ces politiques et être dans une logique fédératrice. Alors tu parlais des communes tout à l'heure, mais on peut aussi parler de l'écosystème, donc d'innovation par exemple par rapport à nos technopoles, et de l'écosystème qui est piloté aussi par la CCI, avec qui on va beaucoup travailler pour aussi mieux connaître le tissu économique local. Après, si je dois résumer les objectifs du SPASER en 3 phrases, c'est de généraliser les considérations environnementales dans nos marchés, d'augmenter la part des achats contenant une considération sociale, et d'augmenter aussi la part réservée à l'économie sociale et solidaire, qui nous permet aussi d'avoir un levier d'achat local. Et voilà, les bénéfices de la synergie qui ont été vantés par Madame Bousseta, on les applique aussi en interne par rapport à l'ensemble des donneurs d'ordre de la métropole, et en externe par rapport à l'écosystème d'innovation et au réseau maillé par la CCI. Merci. La CCI qu'on écoutera tout à l'heure effectivement avec ces dispositifs. Donc toutes les entreprises Green Tech, Clean Tech qui nous écoutent doivent être effectivement à l'écoute de ce SPASER, parce que là, il y a des leviers. Mathieu, vous avez parlé de caractériser les achats innovants. Je tiens juste à saluer Arthur Chaperon, qui est dans la salle, qui est notre juriste Jedi lié à l'innovation. Comment vous vous appuyez justement sur ces structures spécialisées, ces experts, pour caractériser l'innovation et aider à la rédaction des marchés, ou peut-être construire les marchés? Alors, nous accompagnons, comme je le disais tout à l'heure, nous accompagnons les services rédacteurs des marchés sur la partie juridique, et l'ensemble de nos agents, on va dire à dimension juridique, ont été formés aux enjeux du SPASER et accompagnent les services notamment dans la rédaction des clauses environnementales ou sociales mises en œuvre dans quasiment l'ensemble des marchés aujourd'hui, avec des objectifs chiffrés conséquents pour la métropole, mais également des critères de notation des entreprises. Récemment, la commission d'appel d'offres a notamment attribué un marché avec 20% de critères de notation sur la partie environnementale, qui est clairement, c'est un succès de notre côté, qui est partagé avec les achats et avec les services prescripteurs. Et voilà. Très bien, merci. Bernard, du coup, à l'écoute un petit peu de ces avancées quand même à l'interne de la métropole pour essayer d'intégrer les solutions d'innovation, vous avez évoqué quelques freins. Est-ce que vous pouvez nous en citer de votre côté en fait quelques freins à lever pour essayer d'améliorer en fait cette situation, pour essayer d'accélérer cette situation? Le frein principal, M. Pellin en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un code des marchés publics qui est fait pour intégrer l'innovation, et il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé parce qu'il est dangereux.
C'est-à-dire quand une collectivité ou une métropole veut utiliser cette passation de marché à l'innovation, c'est-à-dire sans concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence, à part si on a un hôpital qui doit acheter une machine dernière génération et qui est vraiment une innovation forte, alors là oui, il peut être utilisé, mais derrière, les collectivités ou les métropoles ont beaucoup de réticence à utiliser ces marchés-là d'innovation, parce qu'ils ont peur d'avoir... Alors juste pour rappel, c'est limité à 100 000 €, si je ne m'abuse. Non. Là, c'était les brevets, c'est ça? Oui. Les brevets, oui, donc c'est très spécifique avec brevets. Il y a des brevets. Et du coup, les marchés sont très difficiles. Il y a un autre secteur qui est un frein également fort dans notre métier, qui est le métier de l'assainissement. C'est quand il y a des grandes sociétés qui tiennent un marché dans une métropole et qui veulent pas lâcher des petits morceaux. Les petits morceaux nous suffiront. Mais voilà. Et du coup, c'est très difficile de prendre sa place au sein de la métropole. Et c'est vrai que la métropole est jeune, vous venez de le dire. Mais avant, je me souviens des réunions qu'on avait fait avant la création de la métropole, où on disait non, toutes les petites sociétés, vous allez avoir votre place dans la métropole, vous allez pouvoir signer des marchés, et ça va être conçu comme ça, mais le résultat est malheureusement différent, quoi. Donc, et pourquoi pas avoir un service de l'innovation au sein de la métropole, sur lequel toutes les sociétés qui développent des vraies innovations pourraient être reçues, et d'essayer de voir, voilà, où est-ce qu'on pourrait mettre de l'innovation, parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on extrait l'innovation de notre territoire, on a beau avoir un magnifique technopole de l'environnement ici, qui est numéro 4, j'ai retenu, mondial, si on n'utilise pas ces innovations au sein de notre territoire, ces innovations, si elles ont un sens, elles vont trouver leur place ailleurs. Et moi, c'est vrai que je préférerais me développer chez moi avant d'aller balayer la porte des voisins. Et je comprends tout à fait. Alors, je souligne la très bonne idée d'un service innovation. Alors, parce que j'en fais partie. Clémence, du coup, à ce sujet, vous pouvez avoir des réponses concrètes, notamment sur l'information des entreprises. Comment, on va dire, rapprocher ces entreprises des agents de la collectivité, notamment des acheteurs. Vous pouvez peut-être nous parler de la plateforme de l'innovation qui a été co-construite et qui permet ce rapprochement. Oui, je voulais vous parler de la plateforme de l'innovation et puis des dispositifs de sourcing qui sont à disposition des acheteurs publics pour pouvoir être en veille, rencontrer les entreprises, comprendre leurs contraintes de positionnement et nous inciter à mieux dimensionner nos marchés. Voilà, la clé, elle est vraiment dans le découpage géographique, technique ou en termes d'expérimentation. C'est sûr qu'il faut prendre des risques, mais faut les prendre collectivement. Et ça passe vraiment par une bonne connaissance du marché fournisseur et s'y prendre au bon moment, parce que les marchés sont un process long. Donc il faut opérer ce sourcing en amont de la commande publique, avant même de présager de la forme de contrat, être très 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 ouvert. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé en partenariat avec ta direction, Stéphane, sur la plateforme de l'innovation, sur lesquels on est venu propulser des appels à solutions pour vraiment se positionner dans une posture de, voilà, on vous expose une problématique, on vous expose une intention, et vous, entreprise, on a besoin de connaître votre savoir-faire, de connaître votre positionnement pour nous guider derrière dans l'écriture de nos contrats. Donc ça a énormément de vertus. C'est pas les acheteurs publics seuls qui doivent les mener, ils doivent être accompagnés de leurs prescripteurs, ils doivent être accompagnés des métiers, des directions opérationnelles qui vont rédiger de façon la plus ouverte possible nos cahiers des charges, et ça va sûrement s'accélérer dans les prochains mois avec la communauté d'innovateurs qui a été mise en place et rattachée à notre DGS pour justement avoir une communauté pluridisciplinaire d'acteurs de la métropole prêts à innover, à expérimenter et à discuter de façon vraiment pluridisciplinaire, donc RH, finance, technique, pour trouver les bons leviers. Donc plateforme d'innovation, oui, ça a permis de générer des appels à solutions et à mieux nous guider dans notre expression de besoin. Merci, et j'en profite pour faire 2 minutes de publicité. La plateforme de l'innovation, c'est innovation.amp.métropole.fr.
Vous pouvez vous y inscrire en fait pour recevoir tous les appels à innovation qui sortent de la métropole et des acteurs du territoire, les grands décideurs. Les appels à solutions effectivement sont un levier et ça fait écho à EA Éco-entreprise avec son programme justement qui facilite, on va dire, le rapprochement entre ces entreprises qui vont pitcher, exprimer, donner de l'information sur leurs produits et services et en quoi en fait ils sont innovants et les acheteurs. Donc là on commence à toucher quand même du doigt en fait des actions très concrètes. Rapidement, Bernard, est-ce que vous pouvez vous avez donc vous contractualisé en fait avec la métropole. Juste rapidement, vous pouvez nous donner qu'est-ce qui a fait que vous avez pu contractualiser, dans quelle situation? Dans quel type de marché? Oui. Donc sur des marchés de démonstration, ici par exemple sur le Technopole, on a eu la possibilité, grâce à l'équipe du Technopole, Frédéric, de pouvoir avoir un démonstrateur sur site. C'est très important d'avoir un démonstrateur. Ça nous évite de faire des kilomètres, de traverser la France entière pour aller montrer nos stations d'épuration ailleurs. Donc le faire devant chez nous, c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Et après d'être mis en relation avec des clients potentiels, que ce soit dans le secteur industriel que pour les stations d'épuration collective. Nous avons été innovants sur les stations d'épuration et nous sommes en train aujourd'hui d'être innovants également sur le moyen de financer nos stations. Avec un partenariat avec la Banque des Territoires, qui a un objectif, c'est de rendre un service au territoire, et qui travaille en collaboration avec la Banque Rothschild, qui gère des fonds d'infrastructure à impact, dont l'intérêt numéro 1 est d'avoir un impact environnemental. Et donc ensemble, nous sommes en train de développer un système qui permet de financer nos stations d'épuration, que ce soit pas à la charge des collectivités ou des grosses entreprises, et que ces partenaires-là soient remboursés sur le long terme sur l'utilisation de la station. Et ça, c'est très novateur aussi, quoi. Hein. C'est presque aussi novateur que la technologie du bambou assainissement. Et voilà pourquoi de passer des marchés sur mesure, c'est intéressant. Et voilà votre rôle. Hein. Donc on va essayer d'en discuter ces prochaines semaines. Très bien, merci. Du coup, le rôle du démonstrateur, c'est une vitrine, effectivement, live de vos produits et services. Je vais devoir clôturer ici sous la pression du temps. Je vais juste prendre quelques questions du public, si vous avez effectivement des informations à prendre auprès de la direction des achats, de la direction des commandes publiques. Bonjour, Marc Dollier, groupe Tissilio. Je salue la démarche de la commande publique en termes d'innovation. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pourriez nous faire un retour sur le nombre de dossiers innovation à moins de 100 000 € que vous avez mis en place l'année dernière ou cette année? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés ici qui présentent de l'innovation, qui peuvent passer dans ce cadre-là. Voilà. Question piège? Le Technopole de l'Arbois a pu faire l'acquisition d'un certain nombre de démonstrateurs pour que les entreprises hébergées sur le Technopole puissent bénéficier d'une vitrine. Donc le Technopole a été assez pourvoyeur en achats innovants. On a pu aussi expérimenter un robot nettoyeur sur le Vieux-Port pour le piégeage des macro-déchets. On passe un certain nombre de contrats d'exclusivité de gré à gré dès lors qu'on prouve l'exclusivité du prestataire. Sinon, je peux vous parler de quelques contrats de conventions de R&D, de recherche et développement aussi, qui sont en train d'être rédigés ou qui ont été déjà proposés. Pour illustrer aussi cette logique de coopération avec d'autres institutions, par exemple avec Aix-Marseille Université, où on va travailler sur la question de l'identification des perturbateurs endocriniens. Donc c'est aussi une autre manière d'acheter. Donc c'est juste pour illustrer que la commande publique peut avoir une mosaïque vraiment très différente de contrats. Recherche et développement, innovation, dialogue compétitif aussi pour faire émerger des solutions sur la base d'un cahier des charges très très ouvert. Je peux vous parler des vélos en libre service à Marseille dont le contrat a été vraiment rédigé de façon très ouverte pour qu'on puisse bénéficier d'une solution technique alternative qui ne nécessite pas autant de bornes
que de vélos par rapport à un ancrage innovant. Et ensuite, je peux pas tout dévoiler, mais il va y en avoir dans les prochains mois. Il va aussi y avoir un certain nombre de challenges d'innovation qui seront proposés par la métropole. Donc, je vous invite à rester en veille sur la plateforme de l'innovation et sur notre profil acheteur également. Bonjour, merci Donald François, président de Serenison. Donc nous développons des communautés d'énergie renouvelable à l'échelle de la métropole et du territoire français au sens large. On a testé effectivement la possibilité de marchés innovants et je confirme que les agents et les élus sont très frileux à utiliser ce dispositif parce qu'effectivement, ils ne sont pas suffisamment formés pour le comprendre. Donc ils sont très réticents à s'engager là-dedans. Et les services juridiques de ces collectivités regardent si dans le faisceau d'indices, on coche la case innovant et on voit que le process n'est pas forcément compris et donc n'est pas appliqué. Donc ça c'est une remarque. Maintenant j'ai une question par rapport à la notion d'achat innovant. Je me pose la question si on ne devrait pas inverser en fait le processus. Je retiens notamment le commentaire du maître d'ouvrage de Aix-Marseille Université qui dit voilà, nous on écrit nos cahiers des charges par rapport à ce qui a existé, ce qu'on connaît. Je pense à toutes les entreprises innovantes qui sont par exemple ici sur le Technopôle, est-ce que les cahiers des charges, c'est pas nous qui devrions les écrire, proposer aux 92 communes de la métropole de dire est-ce qu'il y a des sujets là qui semblent vous intéresser, et on dit à ces collectivités qu'il y a un parcours juridique qui les rassure s'ils s'inscrivent dans un cadre d'expérimentation des technologies qu'on développe. Parce que le cycle où le prescripteur fait son cahier des charges, ça ne peut pas, voilà, pour moi ça ne peut pas fonctionner. Oui, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment contraint. Alors, on a bien conscience de ces difficultés, mais on est vraiment contraint par un cadre réglementaire qui nous rend frileux. Oui, en effet, on peut l'être, mais on essaye quand même systématiquement, dès que nous sommes saisis par des services ou par notre hiérarchie sur des procédures innovantes, sur des process plutôt innovants, vraiment de caractériser et d'aller au fond des choses. Vous évoquez le faisceau d'indices, c'est très très large comme caractérisation, et encore une fois, comme je le disais en introduction, tous ces éléments sont globalement assez récents pour les juristes que nous sommes, et je pense à mes collègues qui sont dessus. Voilà. Moi, je voulais juste, si tu le permets, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, une demi-seconde, d'inciter vraiment les entreprises. Alors déjà, d'une part, à consulter, nous avons édité un guide accessible aux entreprises qui est dédié à vous, qui vous explique comment est composé un marché, comment fonctionne la sous-traitance. Et je pense que pour des structures de vos tailles, la sous-traitance peut vraiment être un vecteur d'intégration dans des marchés ou dans des concessions, qu'elles soient métropolitaines ou d'autres donneurs d'ordre public, en apportant vraiment quelque chose de complémentaire. Voilà. Et pour finir, on parlait des leviers tout à l'heure. La métropole est aussi un client solvable. Je préfère le dire parce que il y a eu beaucoup il y a eu un peu de littérature là-dessus, mais en tout cas, on essaye de maîtriser nos délais de paiement, et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. C'est très important de le rappeler que lorsque vous gagnez un marché, vous serez payé. Je tiens juste à aussi remercier donc le service coopération avec les communes, effectivement, puisque vous le citiez, la métropole essaye d'être métropole as a service, c'est-à-dire donner en fait les clés aux communes sur des documents, sur de l'aide à la formation sur certaines thématiques. Et je tiens aussi à remercier Philippe Michel ici de la DINUM, chez nous, de la direction informatique, qui rédige des documents, notamment sur la RGPD, par exemple, pour aider les communes, vous voyez, à mieux gérer en fait ces problématiques. Voilà, juste pour refermer cette parenthèse. Merci, je vais devoir clôturer cette table ronde. Je suis désolé pour toutes les questions. Merci de les applaudir. Merci Clémence, merci Mathieu, merci Bernard.
Merci pour vos témoignages et votre honnêteté et cette transparence. Nous allons passer à une autre séquence maintenant. Ce sont des pitchs d'entreprise qui vont venir vous présenter leurs produits et solutions d'innovation. 5 minutes top chrono, quelques questions mais vraiment très rapides à la suite. Je vais tout de suite en fait appeler l'entreprise Serenison et Donald François. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Bonjour, désolé. C'est bien Serenison quand même. Bonjour, enchanté. Je vais vous laisser le micro à chacun. Sûrement, oui, je pense. Vous avez une présentation, voilà. Effectivement. Je vais intervenir à la place de Donald. Voilà. Et ce sera très très bien remplacé, je pense. Donc, l'idée, effectivement, est de pouvoir présenter vos produits et services, les pitcher. C'est 5 minutes, top chrono. Art difficile, mais vous allez vous en sortir. Je relève le défi. Très bien, je vais être le timekeeper. C'est à vous, merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous laisser la possibilité d'exposer notre société et son concept innovant en faveur de la transition énergétique. Je vous parle donc de Serenison. Serenison, on est accélérateur des circuits courts de l'énergie et on développe des communautés d'énergie renouvelable. Je vais vous parler un petit peu du concept, de comment ça fonctionne, et aussi vous montrer des exemples pour que ce soit beaucoup plus concret. Ah, c'est devenu bleu, c'était orange à l'origine, c'est pas grave. Le constat, effectivement, on part d'un constat de départ qui est que nos besoins énergétiques augmentent du fait des nouveaux usages, des modes de vie différents, de la mobilité électrique, et on est face également à une crise énergétique durable, notamment du fait de la raréfaction des ressources. On a des prix de l'énergie qui s'envolent, c'est un marché qui est volatile et donc il y a une certaine crainte par rapport à ce marché. Du fait de ce constat, on part du coup de notre côté d'une conviction fondatrice qui est celle que nous devons dans nos villes produire au moins 50% de l'énergie dont nous avons besoin pour nos activités. Et donc la solution à cette conviction, c'est notamment le recours au circuit court de l'énergie. Je vous montre ce petit exemple en fait du concept de communauté d'énergie renouvelable et de comment ça fonctionne. L'idée, c'est de produire localement une énergie pour la consommer localement au niveau d'un territoire. On s'appuie là-dessus sur le principe de l'autoconsommation collective. En autoconsommation collective, le principe, c'est d'équiper des bâtiments, par exemple. Donc là, je vous parle d'énergie photovoltaïque, mais ça fonctionne avec d'autres énergies renouvelables. On peut équiper des bâtiments des entreprises, des bâtiments publics. On peut avoir des petits parcs au sol, on peut avoir des ombrières sur des parkings. L'idée, c'est de solariser des endroits qui sont déjà anthropisés dans nos villes pour produire une énergie verte locale. Et grâce au réseau public d'électricité, on va pouvoir alimenter des consommateurs qui se trouvent à proximité. Ces consommateurs, c'est des bâtiments municipaux, des entreprises, des commerces, des riverains. Les bénéfices, ils sont multiples. Je vous en cite quelques-uns. Ce sont des projets qui sont très fédérateurs au niveau des territoires. Ce sont des projets qui permettent d'offrir une électricité à tarif modéré et surtout stable dans le temps à tout un tas d'acteurs sans forcément leur demander d'investir dans ces projets. Donc ça, c'est important. Ça permet un accès à une énergie verte locale pour le plus grand nombre. Bien sûr, le concept de résilience énergétique des territoires. Pour les entreprises qui s'engagent dans ces projets, c'est aussi une démarche responsable dans le cadre de leur politique RSE. Et bien sûr, grâce à ces sujets, on va pouvoir valoriser le foncier existant. Associé à ce concept, on va aussi développer un modèle économique qui est innovant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces projets, ils doivent bénéficier à tous les acteurs du territoire grâce à l'autoconsommation collective. Et donc, la communauté d'énergie renouvelable, c'est finalement un business model qui n'est ni B2B ni B2C, mais qui est B2 territoire. Et donc, vont être bénéficiaires de ces projets à la fois les producteurs d'énergie, donc ceux qui peuvent s'équiper de panneaux photovoltaïques, les consommateurs, puisqu'ils vont bénéficier d'une énergie à tarif moindre, bien sûr tous ceux qui veulent participer au financement de ces projets, et puis ça rassemble des acteurs publics, des acteurs privés. Donc là, on a beaucoup parlé de commandes publiques aujourd'hui. C'est vrai qu'on accompagne les collectivités pour les aider en fait à monter ces marchés, à s'inscrire dans ces communautés, et c'est pas facile de faire travailler ensemble des acteurs publics et des acteurs privés, mais on y travaille tous les jours, c'est notre spécialité.
Donc chez Serenison, on développe les projets de A à Z, depuis l'émergence des projets, c'est-à-dire les études, les modélisations économiques et techniques, la réalisation avec toute la partie contractualisation, organisation des sujets, mobilisation des parties prenantes, recrutement des participants, et on va gérer ces communautés dans le temps, puisqu'on est là en général pour 20-30 ans, et donc gérer toute la relation client de tous ces participants à ces communautés d'énergie renouvelable. Quelques exemples, et j'en arrêterai là pour tenir mes 5 minutes. Premier projet qui fonctionne sur la commune de Cabriès-Calas depuis 18 mois en partenariat avec la commune de Cabriès-Calas. Donc en fait, on a équipé un groupe scolaire de panneaux photovoltaïques, donc une installation dimensionnée bien au-delà des besoins du groupe scolaire. Un deuxième bâtiment privé est également équipé sur cette commune et on alimente aujourd'hui 75 participants qui sont des foyers, 3 commerces, une maison de retraite et la piscine d'une copropriété. Donc là, c'est vraiment un exemple d'une communauté adaptée à une commune, donc avec de la mixité de participants. Tout ce genre de modèle, en fait, on va avoir des modèles multiples qui sont adaptés en fait à la spécificité du territoire. Là-haut, on travaille par exemple à Vaux-en-Velin sur un projet qui est à l'initiative que nous avons porté, mais en partenariat avec une foncière qui développe un parc tertiaire. Et donc, on va pouvoir alimenter en énergie verte les locataires de ce parc d'activité sans qu'ils aient à investir dans la solution. Finissez votre phrase. Vite. Terrasse du Port à Marseille, au niveau d'un centre commercial, et au niveau d'une zone d'activité à Avignon. On travaille avec Agroparc sur le sujet. Juste un projet qui touche directement la métropole et la ville de Marseille en particulier. On travaille avec Ténergie sur une centrale au sol et également le ministère des Armées. Je vois Monsieur Lacaille dans le public ici. On travaille sur une centrale au sol développée sur un site militaire pour partager en autoconsommation collective cette énergie. Merci à tous. Pour ce pitch. Je vous demande de l'applaudir, c'est pas si facile. 5 minutes. Non, nickel. Non, je vous en prie. Timing presque parfait. Juste pour information, sur la plateforme de l'innovation, un appel à manifestation d'intérêt est disponible pour l'installation d'un panneau photovoltaïque pour une autoconsommation collective sur les toits de Frévalon. Et on donne notre réponse demain. Il est temps. C'est la date limite. Voilà. Quelques questions rapides pour Serenison et son offre de services et de valeur, peut-être. Alors, en l'occurrence, sur ces communautés, effectivement, le stockage va être une demande à l'avenir. Aujourd'hui, on n'intègre pas encore de moyens de stockage parce que économiquement, c'est pas rentable. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que par rapport à la production d'énergie qu'on déploie, on trouve les débouchés en termes de consommation. Donc, on va dimensionner nos communautés en fonction du potentiel du territoire. Donc, on fait les études en amont de manière à ce que l'énergie soit consommée en temps réel par les participants. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, tous les consommateurs sont reliés au réseau public d'électricité et donc nous apportons une énergie de complément de l'ordre de 30 à 50% de leurs besoins. Et lorsqu'il n'y a pas d'énergie disponible, quand il fait soleil, donc essentiellement l'été et sur les plages horaires qui le permettent, donc ça permet effectivement d'alimenter en énergie de complément. Bien sûr, on ne va pas à l'encontre des systèmes déjà centralisés qui fournissent une énergie stable. Donc, il n'y a pas de coupure d'électricité et pas d'installation spécifique. Après, l'idée, en tout cas, le concept fonctionne déjà aujourd'hui et les consommateurs de Cabriès qui consomment l'énergie un petit peu moins cher sans avoir installé aucun panneau solaire sur leur toiture sont ravis de voir baisser leur facture énergétique en participant à ces opérations et en plus, ils s'inscrivent dans un projet local d'énergie renouvelable. Merci pour cette discussion, finalement. Bravo encore pour la société Serenison et la qualité de votre pitch.
retrouvez-nous cet après-midi sur le pôle énergie au Technopole de l'Arbois. Merci voilà, sur la effectivement pépinière, de faire pardon. cette publicité que j'avais complètement omise. Toutes Merci. les sociétés effectivement vont exposer lors d'une sorte de Vivatech de l'Arbois. Merci à vous. Je vais appeler maintenant la société Muance. Je me garderai bien peut-être de dire le nom parce que si c'est... mais quand même, allez, Lionel Moranval, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir si... Vous êtes bien Lionel? C'est fort cette fois. Bon, et ben comme la dame. Merci à vous. Je vous laisse présenter donc 5 minutes pour votre société Muance. Merci. Bonjour à tous. Donc une fois que vous avez opté pour la solution de Sérénisol, il vous faut des bâtiments. L'ambition de Muance, en fait, c'est tout simplement d'apporter un confort de vie au plus grand nombre par la construction de bâtiments durables, abordables et évolutifs. Alors pour bien comprendre cette ambition, il faut regarder le secteur du logement, et plus particulièrement celui des logements sociaux. En fait, il n'y a pas la présentation. C'est pas grave, vu que j'ai que 5 minutes. On va regarder les logements sociaux. Les logements sociaux, en fait, on construit 100 000 logements par an, il en faudrait 200 000, et l'INSEE parle même d'une augmentation de 30% d'ici à 2030. Le problème dans tout ça, c'est que le secteur de la construction, c'est l'un des secteurs les plus émissifs en termes de CO2. Les réglementations sont de plus en plus drastiques, ça nécessite la construction de bâtiments de plus en plus complexes. Or, le deuxième problème qu'on a, c'est que la productivité dans le bâtiment, elle n'arrête pas de chuter. On a perdu 20% de productivité sur les 20 dernières années. On a beaucoup plus de mal à recruter des gens qualifiés pour ce secteur d'activité. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces bâtiments qui sont de plus en plus complexes, derrière, il y a souvent des retards, il y a souvent des écarts de budget, il y a souvent des problèmes de qualité, et tout ça, ça fait des coûts de construction qui sont de plus en plus importants, et ça se répercute sur les personnes comme vous et moi, sur les ménages, puisqu'aujourd'hui, la part du budget du logement pour le ménage, c'est 29% en moyenne. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour construire plus vite, mieux, en maîtrisant les coûts, la qualité, et en faisant chuter l'empreinte carbone du bâtiment. Pour répondre à cette question, on a décidé de travailler d'abord sur des choix de matériaux différents, en allant chercher des matériaux qui sont peu soumis à la spéculation, peu soumis à la pénurie. Et voilà, il y a la présentation. Voilà, peu soumis à la spéculation. Donc on a opté tout d'abord pour des bétons de dernière génération, qui sont des bétons qui sont ultra légers, ultra bas carbone, puisqu'ils sont 3 fois plus légers qu'un béton standard. En fait, c'est simple, on enlève les agrégats, on enlève le sable, on met des bulles d'air. Ça permet d'avoir une résistance thermique qui est 10 fois supérieure à celle d'un béton standard. Ensuite, on a travaillé sur des isolants à base de fibre végétale locale, qui est le miscanthus. La particularité de cette fibre, c'est qu'au-delà du pouvoir thermique que vont procurer ces isolants, cette fibre, à travers ses rhizomes, capte les polluants. Et donc, il y a un partenariat avec l'Agence de l'eau pour protéger la nappe phréatique grâce à la plantation de cette plante. Donc, une fois qu'on a les matériaux, et le dernier, en fait, c'est un complexe. Donc, on a un béton sur la façade pour la durabilité du bâtiment. Là-dessus, c'est assez simple. C'est le même que celui qui est utilisé pour le MUSEM. C'est un béton à haute performance. C'est celui qu'avait sélectionné Ruzzotti parce que c'est celui qui est le plus résistant dans les environnements agressifs. Ensuite, il faut industrialiser cette solution. Donc on est parti tout simplement sur une approche modulaire, une approche pot-au-poutre, tout simple, et on a décidé d'industrialiser cette partie-là. Une fois que c'est industrialisé, on utilise un jumeau numérique de la phase de conception jusqu'à la livraison sur chantier. Et ça nous permet de construire justement des parties de logement, et ensuite des logements, et ensuite des immeubles. Et donc, pour un bailleur, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on change totalement de modèle économique, puisqu'on intervient comme contractant général, c'est-à-dire qu'on chinte la totalité de la chaîne de distribution et on réduit au maximum les coûts associés à cette distribution. Ça va nous permettre de réduire à terme les coûts de 30%. Au-delà de tout ça, l'industrialisation, ça va nous permettre d'être 2 fois plus rapide, de faire chuter l'empreinte carbone, à peu près de 60%. Et donc, au-delà de ces éléments-là, ça va nous permettre de répondre aux enjeux climatiques, de réchauffement climatique, à travers l'empreinte carbone qui va être réduite,
la biodiversité par le développement de filières de fibres végétales, le social, puisque dans une usine, en fait, on n'a pas le même niveau d'exigence en termes de compétences. Donc 30% des opérateurs sont issus de la réinsertion professionnelle. Et puis ensuite, on va accompagner les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs vis-à-vis de la loi SRU. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, ici, il y a plus de 5 ans de recherche, 4 brevets, et ça a été, on a été lauréat du concours d'innovation. Là, ici, c'est un peu la même chose, on a été labellisé par le ministère de la Transition écologique. Et donc voilà, ça c'est les premiers bâtiments qui vont sortir avec une labellisation B-Bio, donc en termes de confort de vie, c'est quand même assez bien. C'est des bâtiments qui sortent déjà sur les seuils 2025 vis-à-vis des nouvelles réglementations. Donc ça aussi c'est bien. Et à un prix qui est relativement abordable puisque c'est les prix actuellement utilisés par les bailleurs sociaux. Voilà, c'est à peu près tout. Timing parfait. Je peux demander plus. Laissez le micro. Franchement, là, au niveau du temps, en revanche, je préfère marcher mon téléphone, moi. Est-ce que vous avez des questions pour la société Muance et son offre de services et ses produits? Pas du tout? Eh ben, écoutez, je vais vous libérer, alors. Ah. Alors les Japonais, ils font ça à travers Toyota, en effet, mais ils ont une approche qui est différente. C'est des panneaux en termes de voile, donc c'est comme les maisons Phoenix. Le fait que ce soit des poteaux-poutres permet toute la latitude possible que souhaite avoir un architecte. Faire des maisons individuelles, c'est possible, puisque le premier projet, c'est des pavillons. Donc on le fait, on évite de trop le faire, parce que nous, on va aller chercher la répétabilité. Monter un projet comme ça, c'est 6 mois d'études d'abord, puisque nous, on va modéliser jusqu'à la vis, qui va rentrer dans le placo, puisqu'on livre chaque partie à 85% sur les chantiers. Donc on a un très gros travail de modélisation d'abord à faire pour piloter justement toute la chaîne et d'être suffisamment optimisé. Voilà. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. On vous entend bien. L'industrialisation, et surtout, c'est une affaire au point de vue capitalisation. Il vous faut... Comment avez-vous imaginé la mise en œuvre et le développement